Allez, Coralie et François, qui pose la première question à notre invité? C'est moi, mon cher Abdel. Allez, on y va, François. Monsieur le sénateur, c'est la question coquine qu'on propose à chaque invité. Connaissez-vous la comptine entre les deux Mon cœur balance, à la mode nimoise, bien sûr? Je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous avez une vision sur les prochaines élections municipales entre deux prétendants. Voilà. Écoutez, ne comptez pas sur moi pour vous donner le choix ce soir. Moi, je suis en pleine phase avec le maire de Nîmes, avec qui j'ai déjeuné récemment. Je crois que pour l'instant, moi, je demande à tout le monde de travailler dans l'intérêt des Nîmois. Et puis, il y aura le temps du choix. Moi, je compte que Jean-Paul Fournier fasse part sur le choix. Moi, également, en tant que parlementaire, on me demandera de faire un choix. Je veux dire que Nîmes, juste, est la seule ville LR de plus de 100 000 habitants. Et vous comptez bien qu'à Paris, on m'en parle beaucoup. Je vois des membres de la commission d'investiture, notamment, je pense à mon ami Roger Carotti, qui est né le premier vice-président, qui va encore parler récemment. Donc, je n'ai pas fait part encore de mon choix, mais je sais que nous serons sollicités, tant Jean-Paul Fournier que moi-même, pour faire part. Mais pour l'instant, on a encore du temps. Mais vous qui aimez la tauromachie, vous mettez pas la jambe là? Comment non, se c'est pas une question de mettre la jambe. Que vous, qui faites de la politique depuis des années, vous vous prononcez pas aujourd'hui, alors que d'autres à votre place, élus municipaux, se sont prononcés? Mais parce que c'est pas encore le moment. Mais votre choix est fait ou pas? Il y a un moment à tout. Je vous le donnerai pas mon choix. S'il a été fait, je pense que c'est pas encore le moment. Le moment, c'est le moment de l'action encore de l'équipe municipale. Il y a encore quelques projets à finaliser. Et après, il y aura le moment de l'élection. Alors, l'élection aura lieu en mars 2026. On pensait au départ qu'elle aurait pu être en juin. Moi, je veux dire, on a dit avec Jean-Paul Fournier que un an avant, nous donnerons l'un et l'autre. Vous avez changé peut-être de temporalité, parce qu'avec Coralie, on se souvient qu'il y a une année, on avait déjeuné effectivement pour parler de vos travaux au Sénat. J'avais dit en janvier. Et vous aviez dit effectivement qu'en janvier, vous donneriez votre point de vue. Écoutez, on y est presque là. Hein. On y est dans le premier trimestre. C'est dans le premier trimestre. Il décalera en mars. On donnera ensemble avec Jean-Paul Fournier notre choix. Sans rentrer dans les détails. Il est très clair que, je le dis de manière très claire, j'aurai le même choix que le maire de Nîmes. D'accord, vous vous rangerez derrière lui. Alors parce qu'on en discute. Le moment donné, je crois qu'il sera plus fort que l'on parle ensemble de notre choix. Même si vous pouvez comprendre que peut-être c'est gênant pour Franck Proust que vous n'appuyez pas un soutien immédiat. Mais c'est pas plus de Franck Proust que de Julien Pelletier. Vous m'aurez pas ce petit jeu, monsieur Sanary. C'est bien, tu as essayé. Il faut essayer. Je vous vois arriver. Pour tout vous dire, j'ai rencontré récemment. Non, mais il pourrait mal le prendre. Que Julien Pelletier. Mais c'est vrai qu'on vous voit plus avec Franck Proust quand même. On a l'impression que vous êtes plus avec lui. Pas plus que ça. J'ai été à une corrida à côté de Julien Pelletier. Vous m'aurez pas plus. Allez, on avance. Non, mais on avance. Sans parler de nom. Moi, je voudrais revenir sur la question, mais tout simplement en vous demandant, vous êtes pour le partage des pouvoirs ou pas, vous, entre l'agglo et la ville de Nîmes? Je ne vous donnerai pas plus mon point de vue parce que non. Si je vous donne monsieur Burgois, mais comme il y a deux points de vue différents, si je commence à dire je préfère cela que là, vous allez dire ça y est, Burgois il soutient plus A que B. Non, mais à votre fort intérieur, vous êtes pour le partage des pouvoirs entre une collectivité d'agglomération et la ville? Je suis pour une solution où l'on évite 1995. Voilà, il est très clair. Je ne vous donne pas quel est le partage, mais je pense que il faudra que ça soit Julien Pelletier, Franck Proust et Julien Pelletier, ils soient d'accord sur une liste d'union. Et cette liste d'union, elle devra être la plus large possible pour affronter d'un côté une liste Rassemblement National et de l'autre côté une liste de gauche qui, j'espère, n'arrivera pas jusqu'aux Insoumis, parce que ça serait grave également que cette liste de gauche soit, j'allais dire, sponsorisée par ces gens qui sont dangereux pour la République. Juste parce que votre position qui n'en est pas une, mais finalement qui en est une, parce que vous choisissez de ne pas prendre position. Qu'est-ce que ça dit de la situation politique actuelle? C'est que finalement, c'est pas du tout fait entre Julien Pelletier, entre Franck Proust. C'est à ce jour, est-ce que vous avez eu, pour quelque mouvement que ce soit, des candidats qui ont été annoncés? Je sais, M. Bouget a dit qu'il y réfléchissait, mais il n'a pas encore annoncé officiellement qu'il était gagnant. Bon, Julien Pelletier est venu sur le plateau, a proposé un deal à Franck Proust. Donc, M. Burgois, ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes, on comprend bien. Il y a des candidats putatifs. Je même me quand je lis, il y a quasiment que vous qui en parlez de cela. Hein.
Parce que quasiment que nous. Ah non, il y a tout le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Nous sommes que le relais, encore une fois, nous y sommes pour rien. Dans d'autres médias, j'en vois pas trop parler. Moi, je crois que c'est l'action. Mais nous, on a un journal politique. C'est peut-être pour ça. Bon, après, je ne me permettrai pas de faire des commentaires sur les autres médias. Mais moi, je pense que pour l'instant, on est d'accord avec Jean-Paul Fournier. On a un moment encore où l'équipe municipale doit être dans l'action. Il y aura un moment où il faudra préparer les élections municipales. Ce moment-là sera... Allez, on avance. Ça suffit largement. On avance au-delà des deux personnalités. C'est aussi la stratégie municipale de la droite. Coralie. Est-ce que, selon vous, la droite va devoir s'unir largement, comme ça a été le cas d'ailleurs en 2001, avec peut-être une femme qui est redevenue votre amie, Valérie Rouvrant, qui est présidente de Renaissance à Nîmes, dans le Gard? D'abord, votre ami, je ne sais pas si c'est le terme exact. Il y avait un peu de provocation. Moi, je n'oublie pas. Vous savez, l'histoire fait... Mais c'est votre allié au niveau national. À ce jour, on est dans un même socle. Enfin, on va parler tout à l'heure du national. Ça ne veut pas dire qu'on soit unis. Moi, je connais la majorité sénatoriale, LR Union centriste. Après l'Assemblée nationale, il y a un socle. Ça marche un peu dans tous les sens et on pourra en parler tout à l'heure. Bon, après, j'oublie pas Mme Rouvrant qui a été candidate contre moi au départemental. Qui vous a fait perdre. Qui m'a fait perdre. Donc voilà, ni haine ni oubli. Ça a toujours été mon créneau. Est-ce que le retour d'Yvan Lachaud, vous avez un commentaire à faire? Vous allez me sortir tous les noms, les uns après les autres. C'est un panorama de l'éclatement de la droite nimoise. Oui, vous vous présentez comme un sage de la politique nimoise. Oui, on vous demande un peu votre point de vue. Je pense que M. Lachaud, avec tout le respect que j'ai pour sa personne, mais bon, il a perdu au municipal, il a perdu aux législatives. Quand vous perdez à ces deux élections, voilà, il faut tourner la page. Allez, on va parler du Sénat, mais juste avant, Brahim, votre question à notre invité. On n'a pas la chance d'avoir chaque fois un sénateur en face de nous. La question elle va être simple. Ça concerne la Cour pénale internationale. Vous savez qu'il y a eu une décision qui a été prise la semaine dernière au sujet de Benjamin Netanyahou, qui a été condamné fermement par rapport à tout ce qui se passe à travers le Proche et Moyen-Orient. Qu'en pensez-vous et comment voyez-vous le positionnement de la France par rapport à ça? Est-ce que cette décision, vous la trouvez légitime? Moi, je vais vous dire, je pense que c'est une décision. Je n'ai pas d'abord à commenter. Alors, en tant que parlementaire, je me suis toujours refusé de commenter les décisions judiciaires. Pourquoi? Je crois qu'on l'a fait pour d'autres. Oui, mais moi, personnellement, vous ne m'avez jamais eu commenté une décision judiciaire de qui que ce soit. J'ai pas trop débattu avec vous, M. Biancois. Et je ne la commenterai pas plus celle-là. Maintenant, je vais prendre plagier le ministre des Affaires étrangères actuel. La France a toujours respecté les décisions judiciaires, quelles qu'elles soient, et donc nous devrons appliquer cette décision-là. Mais maintenant, dans le contexte quand même où se retrouve Israël, je crois que de temps en temps, avoir un peu de pondération et de modération est une bonne chose. Allez, on parle du Sénat. Une question, Coralie, François? Oui, alors on va parler donc du Sénat. Vous vous affirmez depuis longtemps, ceux qui vous suivent le savent, comme un gaulliste social. Ça ne vous gêne pas aujourd'hui que le Premier ministre Michel Barnier doit faire des concessions à l'extrême droite et notamment à Marine Le Pen pour ne pas que le gouvernement soit renversé? Ça, c'est vous qui dites qu'il va faire des concessions. Il veut peut-être... S'il veut durer, il faut qu'il en fasse, sinon il saute. Oui, mais vous savez, dans le contexte actuel... Sauf si les socialistes rejoignent... J'allais dire, le fautif du contexte actuel, il n'a qu'un seul nom, c'est Emmanuel Macron. Il a appuyé sur un bouton de manière irresponsable en prenant un coup de tête le soir des élections européennes, sans mesurer les conséquences que ça pourrait avoir. Et dans la situation dans laquelle on se retrouve, où il n'y a pas de majorité, il n'y a que 3/3, et que c'est, à l'Assemblée nationale, très difficilement oui, ça, c'est la genèse, mais la manière dont le gouvernement a été construit, c'est bien quand même avec l'aval de Marine Le Pen. Sinon, il n'aurait jamais eu M. Barnier ni M. Retailleau. Écoutez, ça, c'est ce que vous dites. Moi, je connais les convictions de Michel Barnier. Il a toujours été très clair par rapport au Rassemblement national. Après, chacun fait ce qu'il veut à son âme et conscience. Je ne vois pas comment vous critiquerez le vote du Rassemblement national et qu'on ne critiquerait pas le vote de LFI. Parce que moi, je suis désolé, pour moi, l'un et l'autre, ce sont les mêmes. Non, mais là, on parle du budget 2025 de la France, qui concerne l'ensemble des Français. Comment il va passer ce budget? S'il passe en 49.3 et qu'il y a une motion de censure, quelle va être la stratégie? Il y aura 49.3, je vais vous raconter comment ça va se passer. Le budget va être voté le 12 décembre au Sénat. Parce que nous, au Sénat, on a la chance de voter les budgets. Ce que ne fait pas l'Assemblée nationale. Vous avez une majorité qui est plutôt à droite. Mais du coup, qui est très élargie maintenant, puisque nous l'avons. Il y a, en plus de la majorité sénatoriale, il y a indépendance, c'est-à-dire Horizon,
En Marche et même les radicaux de gauche et de droite. Répondez à la question, Monsieur Burgois, quand même. Vous regardez ce qui se passe dans l'autre chambre. C'est quand même, aujourd'hui, vous êtes un sénateur français. Comment peut faire Michel Barnier pour éviter de tomber ? Mettre les gens devant leurs responsabilités. Est-ce qu'ils veulent la chienlit dans ce pays-là ? Parce qu'on sait très bien que si le gouvernement tombe, il n'y aura pas d'élection législative avant juin prochain. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je me rappelle quand même, vous dites, mais il faut se rappeler de la genèse. Il y a eu divers. D'abord, on a laissé passer les Jeux Olympiques. Bon, ok, on était d'accord. Après les Jeux Olympiques, on a dit quel gouvernement ? Le président de la République a fait de longues consultations, longuement réfléchi. Il a proposé des noms. Il est sorti Bernard Cazeneuve, qui aurait pu être, qui avait peur le profil. Moi, Bernard Cazeneuve, je considère que c'est un homme d'État. C'est ses propres amis de gauche qui n'en ont pas voulu, et notamment les LFI, qui ont considéré que c'est un homme de droite. Je pensais plutôt de gauche, mais enfin, il est de droite. Après est arrivée l'option Michel Barnier. Mais Michel Barnier, il a été là en responsabilité, parce que c'est pas qu'avec 47 députés LR qu'on pouvait faire passer des projets ou des propositions de loi. Donc il a fallu travailler en concertation avec la majorité présidentielle, c'est-à-dire avec En Marche, Horizon, Modem, dans ce qu'ils appellent le socle. Et c'est un peu compliqué. Je reconnais que c'est pas simple. Oui, monsieur Bourgois, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que là, à un moment donné, vous tapez sur les LFI. Je ne suis pas du tout LFiste, mais quand même, à un moment donné, les gens étaient bien contents. Les élus, notamment François Hollande, étaient bien contents lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition à ce que les LFI les accompagnent pour qu'ils soient élus. J'ai souvenir que Mme Borne, qui a porté quand même la retraite, et où il y avait les LFI tout au long comme on appelle ça, des manifestations et des grèves portées notamment par les LFI, mais pas que, par la gauche, par les communistes, etc. Et ça dérangeait personne de l'aider à être élu. Mais vous avez entièrement raison. Et c'est pour ça. Et le plus fautif, M. Attal, qui a fait pire, lui, il a fait retirer des gens de chez lui pour appeler à voter LFI. Moi, je me rappelle, j'étais très heureux. Non, c'est pas voter LFI, c'est aider la LFI par un rassemblement. Allez, on va à contrer. Moi, je vais te dire, j'ai une position LFI, qui m'a vendu. Reparler. Dans le débat. Ne vous inquiétez pas. Moi, vous savez, ma position, alors certains, ça a surpris, mais mon ni aux législatives, c'est-à-dire ni LFI, ni RN. Oui, mais ça veut rien dire, on vote qui alors ? Ni LFI, ni RN, c'est qui ? On met qui ? Il n'y avait plus d'élection, il n'y avait plus de candidats, on va dire entre guillemets, démocrate, excusez-moi, mais moi choisir entre un candidat RN et un candidat avec une alliance avec LFI... Alors, voter une proposition de loi pour la reconnaissance du vote blanc. Moi, je reproche beaucoup à divers partis, à commencer par le parti de M. Attal, d'avoir retiré des candidats, croyant que ça allait faire passer contrer le RN, ce qui a été totalement faux, notamment dans ce département. Oui, parce que ça a servi quand même les Républicains. On va pas faire... Pas beaucoup. Un petit peu quand même. Pas beaucoup. Moi, je voudrais quand même... Ça a beaucoup servi plus la gauche que la droite. Moi, je voudrais juste qu'on rentre un peu dans le fond des choses, parce que vous allez voter donc ce budget de Michel Barnier. Est-ce que vous êtes en phase avec l'alourdissement de la fiscalité pour les entreprises ? À un moment, j'allais dire, il faut prendre nos responsabilités. Moi, je suis désolé, mais on nous a caché la vérité. Madame Borne, Monsieur Attal, Monsieur le maire, du jour au lendemain, on a découvert quand même la situation dramatique de notre pays. Donc, il y a eu 15 jours pour préparer le budget. 15 jours, j'allais dire, Michel Barnier et son équipe a fait ce qu'ils ont pu. Ce budget, il pourra être modifié. Je ne suis pas un adepte ni des impôts ni des taxes, et on l'a démontré encore au Sénat. Où on a quand même, nous on a voté le PLFSS, mais en enlevant beaucoup de taxes qui étaient prévues dans le projet. Par exemple, nous ne voterons pas la taxe sur l'électricité au Sénat. On va alléger la partie concernant les collectivités. Après, sur les entreprises, on a fait des efforts, notamment sur les charges sociales, où on a allégé ce qui était prévu. Donc, mais à un moment, il faut trouver 60 milliards. Hein, si on veut être encore... Allez, François. Plus concrètement, en 2023, le gouvernement a demandé aux salariés de travailler plus longtemps. La réforme de la retraite, qui a été honnie par beaucoup de salariés. Il semble bien que le souhait des sénateurs aujourd'hui, notamment LR, c'est de demander de nouveaux salariés de travailler 7 heures de plus par an, sans rémunération. Les fameux jours de, vous savez... Solidarité. Voilà, de solidarité. Ça, en gros, travailler plus pour, quelque part, gagner moins. Hein. On est loin de ce que disait Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces 7 heures en plus sans rémunération ? C'est pas que des LR, parce que là, vous le résumez, c'est une proposition qui a elle émane, je me suis bien renseigné, elle émane des LR. C'est là, mais elle est votée par les centristes. Ah ben, bien sûr, c'est la majorité. Même par les gens de chez Macron,
Pourquoi ? À un moment, il faut savoir aussi comment on finance certaines prestations sociales. Et je le dis de manière très claire. Comment on finance les 500 millions d'euros que le président de la République avait prévus ? Et je pense que c'est une bonne cause. Mais c'est facile. Il annonce des choses, mais il ne prévoit pas le budget. Rembourser en totalité les fauteuils pour les handicapés. Voilà une belle cause. 500 millions d'euros. Il faut les payer. Vous ne croyez pas que la situation de nos EHPAD, l'autonomie de nos aînés, mérite aussi une attention toute particulière ? Je crois qu'on parle beaucoup de cette grande loi autonomie, mais il faut mettre des financements. Où les trouver ? Eh bien, je le dis de manière très claire. Nous avons pris une responsabilité. C'est 7 heures par an, ce qui fait 35 heures par mois. Non, mais la droite a quand même changé de logiciel. Hein. Eh ben, écoutez, ça permet, c'est 2,5 milliards c'est augmenter d'euros. les impôts, faire travailler les gens gratuitement. Non. On a changé de logiciel quand même. On est loin de gagner plus. Il faut de la solidarité. Mais après, il va falloir revoir. Attendez, la difficulté de notre pays, c'est qu'un pays qui ne travaille plus, monsieur Martin. Il est très clair. Les 35 heures ont fait beaucoup de mal à notre pays. On est le pays où on travaille le plus et où on prélève le plus de prélèvements sociaux. On travaille le moins, vous voulez dire. On travaille le moins, pardon. Donc, il y a quand même un problème et qui est de moins en moins industrialisé. Donc, il va falloir à un moment remettre cela. Allez, parce que ça m'amène à une question. Deux dernières questions. Oui, ça m'amène à une question un peu impertinente. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On a vu que le Sénat s'était largement voté une rallonge sur ce qu'on appelle les indemnités, le frais de mandat, je crois, de 700 euros. L'Assemblée nationale, ils ont été plus cool, ils n'ont fait que 300 euros. Est-ce que ça vous dérange ? Aujourd'hui, on parle justement d'économie, on parle de se serrer la ceinture, et que les sénateurs se mettent ça, c'est autour de la table, puisque ça se passe en famille en plus. Je vais vous le dire. On n'est pas ni au Royaume-Uni, ni aux États-Unis. Ça a été voté à l'unanimité du bureau, c'est-à-dire quels que soient les groupes d'ailleurs. Hein, oui, mais ça, je leur fais confiance. J'allais dire oui, mais vous voyez, avec tout le respect que j'ai, parce que je veux bien François Martin, mais ce type de remarque, c'est populiste. Eh oui, je sais bien. Je le disais à mon collègue. Et que de l'autre côté, la démocratie, elle a un coût. Oui, mais monsieur... Laissez-moi finir. Et que si vous voulez, notamment... Bon, moi, je suis moins concerné, mais j'ai des collègues qui vont à l'hôtel au Sénat, qu'il faut quand même payer, ou qui louent un logement. Moi, j'ai un bureau-chambre au Sénat, donc je ne coûte rien à la... Mais ça, il y a une augmentation des hôtels, etc. Donc ça a un coût. Chaque année, c'est l'inflation. Vous avez beaucoup d'enveloppes quand même. Hein. C'est l'inflation. Et il n'y a jamais eu de rappel depuis 5 ans. Hein, je suis désolé, les permanences. C'est sûr que par exemple, les sénateurs qui sont à Paris ne payent pas de permanence. Moi, je suis une permanence, je paye 1 000 euros par mois de loyer. Alors, à la limite, je dis, à la limite, la somme peut choquer le gars qui gagne 1 000 euros par mois, hein, ou 1 500. Il y en a beaucoup dans ce pays. Mais ce qui est plus grave, à mon avis, c'est pas tellement la somme, c'est le fait que ça se passe en petit comité, c'est-à-dire au sein du Sénat. Par exemple, au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a des commissions ad hoc qui sont indépendantes et qui s'occupent de cela. Nous, ça se passe au sein de la famille, si j'ose dire. Et donc, voilà, c'est le plus choquant, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Mais ça pas fait. Il n'y a pas d'évaluation. Alors, monsieur Bourgois, j'ai bien travaillé la question. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de contrôle. Vous savez combien... Pas de contrôle sur quoi ? Attendez, vous savez que jusqu'à quelle somme on peut toucher, par exemple, j'ai noté les chiffres, on peut toucher jusqu'à, je crois... Il a bien fait son travail. Hein. Oui. Allez-y, vous permettez que je regarde, parce que ça m'a un peu choqué. Regardez bien de prendre un baronat. Non, mais vous comprenez bien que... Jusqu'à quelle somme en tout cas, le plafond des dépenses sans justificatif est fixé à 13,4% de 6 600 euros. Sans justificatif, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de largesse. Une largesse d'esprit. Vous savez vous savez combien ça représente ? Ça représente 13,4% de 6 600 euros multiplié par combien vous êtes au Sénat. Faites le compte. Ça fait quand même pas mal. Vous savez, sans justificatif, monsieur. Ce qu'on paye là-dessus, quand on prend un billet de tombola à une kermesse, quand on paye un repas... sans justificatif à une association qui nous invite, voilà, ça paye. C'est pas pour nous payer des frais qui sont personnels. Allez, on avance. Alors, il faut faire attention aussi. Parce que moi, je voudrais poser... monsieur Martin. Parce que, je vais vous dire, franchement, je pense qu'on a le même point de vue, mais vous voyez, avec de tels propos,
soyez pas étonnés après que les populistes... Oui, mais on est obligé de les poser quand même, parce que sinon les gens... Sinon, on cache les choses, monsieur Burgoa. Moi, j'ai rien à cacher, on est contrôlé. Je sais bien que vous avez rien à cacher. Très clair. Et je vais vous dire, on est contrôlé chaque année par un déontologue qui regarde si tous nos frais correspondent bien aux règles qui sont posées par le Sénat comme pour l'Assemblée nationale. Et vous voyez, ce type de propos, ne serait pas étonné. Non, ce n'est pas des propos, c'est des questions. C'est des questions de journalistes. C'est des questions. C'est normal. La démocratie, ça a un coût. Mais on est dans notre rôle. Non, mais la démocratie, ça a un coût. On participe à la démocratie. Et que ce coût d'interroger les élus, c'est notre rôle. Cette augmentation qu'à une époque, les valises qui étaient données à des partis politiques et qui étaient immorales. Les comparaisons ne sont pas toujours raison. Monsieur Samari. Monsieur Burgoa, on va terminer par un sujet qui me semble être pertinent aussi, parce que finalement, vous êtes soulagé, monsieur Burgoa. Vous êtes soulagé puisque la proposition de loi concernant l'interdiction de la corrida aux mineurs n'est pas passée au Sénat et ne passera donc pas par l'Assemblée nationale. Et il a été relevé ici, localement, votre discours au Sénat, notamment par tous ceux qui sont attachés à nos traditions. Est-ce que ce discours, je présume, il avait été préparé? Et quel travail vous avez exercé auprès de vos collègues sénateurs? C'est un travail de sensibilisation. Quand j'ai eu l'information que cette PPL était inscrite sur une niche d'un groupe politique, je savais très bien qu'elle passerait le jour J à leur H. Donc il a fallu aller rencontrer l'ensemble des groupes politiques. Et moi, je remercie tous les groupes, à commencer par le mien, mais ceux de la majorité sénatoriale, mais aussi de l'opposition, parce que tout le monde a joué le jeu. Par exemple, pour un exemple, Denis Boide a fait un aller-retour dans la journée pour venir voter contre ce texte. Je trouve que je tiens à le remercier. Le groupe communiste a voté à la quasi-unanimité contre ce texte, parce que les sénateurs ont bien vu que la corrida fait partie de la culture locale, que c'est très enraciné à certains départements, tout comme les combats de coq, et que la PPL telle qu'elle était présentée, c'est aux parents de décider si leurs enfants devaient assister à de tels spectacles et non pas aux législateurs de l'interdire. Et je remercie beaucoup parce qu'il y a eu un écart très important, et le plus important c'était que la PPL ne sorte pas du Sénat, parce que dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Un tout dernier mot, c'est la fin de l'année. Vous aviez indiqué il y a un an que vous aviez fait le tour de toutes les communes du Gard dans votre rôle de sénateur, à l'exception, je crois, de la mairie de Beaucaire. Est-ce que vous avez l'intention d'aller voir la crèche de Beaucaire qui va être installée dans quelques jours là, pour les fêtes de fin d'année? Pas plus l'intention. Moi, j'ai dit que je n'irais pas à Beaucaire rencontrer l'équipe municipale. Je n'irai pas, c'est tout. Voilà. Mais par contre, j'ai repris à faire un second tour. J'ai déjà eu une cinquantaine de communes et j'en ai prévu d'en revoir à la première semaine de janvier où on est en vacances, parce qu'on a aussi des vacances, M. Martin. Hein, plus. Merci beaucoup, M. Burgoa, d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques instants.